Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous informer que le vol 167 en direction de Montréal sera retardé de 90 minutes. Par le panneau vitré de la salle d'attente du premier étage, je contemplais l'aire d'embarquement. Je voyais les mécaniciens fourmiller sur les ailes du Boeing 747. En fait de 90 minutes, tout donnait à penser que nous étions bloqués à Roissy pour le reste de la nuit. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était 5h20. Pendant un bref instant, je me demandais si je ne ferais pas bien de prendre un taxi pour me rendre à Paris, plutôt que de poireauter dans cette salle d'attente, quand soudain j'entendis sauter les premiers bouchons de champagne derrière le lourd rideau qui coupait la salle d'attente en deux. Je me rapprochais de la lourde tenture de velours et passais de l'autre côté le plus naturellement du monde. Le champagne m'a toujours attiré. Le long des fenêtres, il y avait une longue table abondamment chargée derrière laquelle se tenaient 6 barmen. Au fond, on avait installé un magnétophone sur une table. Il y avait aussi 2 micros et un bon nombre de projecteurs. Tout ça sentait la réception officielle. Un grand type maigre, vêtu d'un costume criard, se détourna de la table, une coupe de champagne à la main. C'était Burt Bertram, correspondant à Paris du journal londonien Le Globe. « Ça alors! Alain Ventura en personne! Je parie que Sa Majesté t'a engagé comme garde du corps, n'est-ce pas? » J'avais aucune idée de ce qu'il racontait. Je ne savais vraiment pas qui était Sa Majesté ni pourquoi elle avait besoin d'un garde du corps. Soudain, une foule de gens envahit la pièce. Je reconnus Ginette Latour, journaliste au Miroir. Elle fonça sur Burt et l'entraîna au loin. Il y avait André Daumont, le critique théâtral, et aussi M. Grimbec, chef de service à l'UNESCO, et encore Granard, le metteur en scène, Brière, le directeur du théâtre de la Comédie et le sous-secrétaire d'État du ministère des Beaux-Arts. Et puis tout alla très vite. On installait projecteurs, micros et caméras. Le rideau allait se lever. Il y eut tout à coup des applaudissements. Un homme âgé et trapu apparut, béret basque, veste de velours et monocle. Il tenait une canne au lourd pommeau d'or massif et fit une véritable entrée. Mais bien sûr, Sa Majesté, ça ne pouvait être que lui. Serge Maillot. SM. Les initiales apparaissaient surmontées d'une couronne stylisée sur l'affiche de tous les films qu'il produisait, écrivait, mettait en scène et dans lesquels il jouait, ainsi que sur les affiches et les programmes de son propre théâtre qui se dressait boulevard Haussmann depuis plus de 30 ans. Aux côtés de Serge Maillot, il y avait une ravissante jeune femme que je reconnus. C'était Martine Farrell, la nouvelle star du cinéma français. Serge Maillot se tenait debout face à la foule qui l'applaudissait, puis le sous-secrétaire d'État s'avança. « C'est un grand jour pour la France, cher maître, un jour de fierté, mais aussi de tristesse, car vous nous quittez. Vous conduisez notre immortel Molière dans le Nouveau Monde. Nous sommes fiers que la compagnie Serge Maillot traverse l'océan pour présenter la fine fleur du théâtre français à nos frères canadiens.
au cours de cette tournée de 3 mois, les États-Unis auront, eux aussi, la possibilité d'apprécier la quintessence de la culture française. » Le sous-secrétaire continua de ronronner. J'en profitais pour me rapprocher du premier rang de l'auditoire. Maintenant, c'était au tour du maître. Serge Maillot fit passer sa canne dans la main gauche et agrippa le micro de sa main droite. « Excellences, mesdames et messieurs, mes chers amis, Son visage, ce grand visage qui était apparu sur des milliers d'écrans sous des centaines de déguisements, tout en restant toujours reconnaissable, ce visage se convulsa soudain. Puis Serge Maillot s'écroula en avant avec fracas, entraînant le micro avec lui. Son corps tressaillit convulsivement, puis se raidit et resta totalement, horriblement immobile. Ce fut vraiment affreux pendant 1 minute ou 2. Les femmes hurlèrent, 2 d'entre elles s'évanouirent. Pas Martine Farrell. Elle se tenait debout près du mur à 1 mètre ou 2 du corps qu'elle regardait avec de si grands yeux qu'on ne voyait plus que dans son visage. La caméra continua de ronronner, les flashs jaillirent. Puis il se produisit une ruée en avant. Je me frayais un passage à grand renfort de coups de coude. Je levai les bras et hurlai aux gens de rester tranquilles et de ne pas bouger. L'inspecteur Gentot, que je connaissais, vint me rejoindre et je me sentis soulagé. Gentot était responsable de la police de l'aéroport. Il fit venir un docteur. Le médecin s'agenouilla, se livra à un examen rapide, releva la tête vers Gentot. « Il est mort. » Dans un silence soudain et haletant, un bruit démentiel, hystérique éclata. C'était Martine Farrell qui, le corps adossé au mur, se mit à glisser vers le sol et brusquement s'évanouit. Une demi-douzaine des hommes de Gentot encadrèrent la foule pour les faire sortir de la pièce. J'entendis l'inspecteur présenter ses excuses et dire qu'il serait nécessaire de retenir tout le monde un petit moment. Exception faite de 2 agents, de Gentot, du docteur, de Martine Farrell inconsciente et de moi-même, la pièce était maintenant vide. Il y avait aussi, bien entendu, le corps de feu Serge Maillot étendu par terre. Les 2 policiers soulevèrent le corps et le portèrent sur le divan. Tandis qu'ils le déposaient avec respect, quelque chose tomba sans bruit sur le sol recouvert de tapis. Je me penchai et je ramassai l'objet. Il était carré, d'environ 12 centimètres de côté, plat, et avait la forme d'un étui à cigarette, mais ça n'était pas un étui à cigarette. Un mince fil argenté était fixé à l'une de ses extrémités. C'était, je le compris immédiatement, la batterie d'un sonotone. Le fil s'était manifestement brisé quand Maillot était tombé. Je m'avançai vers le divan. Je soulevai le large ruban noir du monocle de Maillot. Le fil du sonotone était fixé à l'intérieur du ruban. Les derniers centimètres se mêlaient encore aux épais cheveux blancs de Serge Maillot et s'enroulaient autour de son oreille. Tandis que je suivais le fil d'un doigt hésitant, je m'arrêtai soudain car je venais de toucher l'oreille gauche de Maillot. Elle était brûlante. Je me relevai et appelai l'inspecteur Gentot. Gentot et moi avions déjà travaillé ensemble et nous avions de l'estime l'un pour l'autre. Je lui montrai la batterie et j'appelai le docteur. « Docteur, avez-vous établi la cause du décès ?» « Oui, c'est incontestablement un accident cardiaque. Après tout, monsieur Maillot avait 79 ans, n'est-ce pas ?» Gentot me regarda bizarrement. « Quelque chose vous tracasse, Ventura ?» ?»« Oui. » Quelque chose me tracassait. Mais quoi? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le vol de mon avion pour Montréal étant retardé,
Je me glissais au milieu d'une réception officielle en l'honneur du producteur, acteur, réalisateur Serge Maillot dans l'un des salons de l'aéroport de Roissy. Au moment où il prend la parole face au micro et aux caméras, Serge Maillot s'écroule, terrassé, croit-on, par une crise cardiaque. Pendant qu'on transporte le corps sur un divan, je ramasse une batterie de sonotone appartenant à Serge Maillot. Puis, me penchant sur lui, je trouve le sonotone et m'aperçois que l'oreille gauche de Maillot est anormalement brûlante, alors que sa joue est froide. Faites pratiquer une autopsie, inspecteur. Croyez-moi, vous risquez d'avoir une surprise. Jeantot fit signe aux 2 agents qui se trouvaient là. Emmenez Madame Maillot à l'infirmerie. Demandez à une hôtesse de s'occuper d'elle. Quant aux invités, il n'y a aucune raison de les retenir. En effet, inspecteur, aucune. Sauf pour les techniciens qui ont manipulé les instruments de radio et de télévision. Les 2 policiers s'éloignèrent et Jeantot vint vers moi. Et maintenant, s'il vous plaît, Ventura, dites-moi ce qui vous tracasse. Inspecteur, avez-vous jamais vu un homme se faire électrocuter? Non, pourquoi? Il se trouve que j'ai observé Serge Maillot au moment où il est mort. Mais c'est ridicule, voyons. Mais, comme il est ridicule que l'oreille gauche de Maillot ait été brûlante lorsque je l'ai touché tout à l'heure par hasard. Croyez-moi, inspecteur, une autopsie permettrait de se rendre compte des changements physiologiques survenus à la fois dans l'oreille et dans le cerveau de la victime. Jeantot me regarda, puis regarda le docteur. Mais voyons, comment un tel choc aurait-il pu se produire? On m'a dit que le micro et tout le matériel avaient été examinés. C'est vrai, inspecteur. Mais après tout, Maillot portait un certain matériel sur lui. Jeantot mit la main à sa poche et en sortit la batterie du sonotone. Il la retourna dans sa main et découvrit la petite charnière permettant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un arrangement délicat de fils et de cylindres de la grosseur d'un crayon. Ils étaient tous noircis, et le centre était une masse informe de métal, sans doute fondue sous l'action d'un énorme dégagement de chaleur. L'inspecteur s'approcha du divan et retira le sonotone de l'oreille du mort, puis, prenant dans sa poche une lime à ongles, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une masse de carbone noirci et de métal informe. Sans mot dire, Jeantot plaça le sonotone ainsi que la batterie sur la table auprès du magnétophone. Puis il se tourna vers le docteur. « Je suis obligé de demander une autopsie, docteur. Bien sûr, il faudra qu'elle soit effectuée au laboratoire de la police. Il y a une forte probabilité qu'il y ait eu un meurtre. » Une fois le corps enlevé, nous restâmes seuls, Jeantot et moi. « Alors, Ventura, que pensez-vous de cette affaire? Si toute cette installation électrique était dangereuse, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'ennui lorsqu'on l'a essayé? Ni pendant le speech du sous-secrétaire? Il n'y a qu'une seule personne susceptible de vous répondre, inspecteur. Le meurtrier. Mais nous savons quelques petites choses. Le sonotone et la batterie ont été soumis à un courant électrique de très haut voltage qui a dû être transmis d'une façon ou d'une autre, soit par le micro, soit par son support. Nous examinâmes le micro et le support, mais en vain. Il n'y avait rien d'anormal, aucune trace de chaleur, aucun fil, aucune partie métallique fondue. Je suivis le fil qui menait au magnétophone. Tout paraissait parfaitement en ordre. Je fis passer quelques douzaines de mètres de bandes sur lesquelles le discours du sous-secrétaire avait été enregistré. Ça fonctionnait très bien. Je restais pensif. Tout de même, inspecteur, qui aurait pu se douter que Serge Maillot avait des ennemis? Ah, tout homme qui réussit, toute célébrité s'attire des inimitiés, Ventura. Et Serge Maillot avait un don pour se faire des ennemis. Des centaines d'acteurs qu'il avait saqués, des auteurs dont il avait rejeté les manuscrits, des femmes qu'il avait séduites et abandonnées. Et puis, il y a son dossier de guerre. Vous savez qu'il avait gardé son théâtre ouvert pendant l'occupation nazie.
Des ennemis, Ventura? Je ne saurais par où commencer si je voulais en faire la liste. Brusquement, comme un éclair, la solution jaillit. « Bon Dieu, mais c'est bien sûr !» comme disait ce vieux flic français bien sympathique. J'entraînais Gentot vers le magnétophone. « Dites-moi, inspecteur, que savez-vous des transistors ?» À vrai dire, pas grand-chose, Ventura. Les transistors sont des appareils diablement intelligents, inspecteur. On peut les utiliser à la fois pour envoyer et recevoir des impulsions électriques, des ondes de son, des ondes de lumière, des ondes électriques, etc., etc. Regardez. J'appuyais sur la touche « Écoute ». La voix sucrée du sous-secrétaire nous parvint par le haut-parleur du magnétophone. Je réduisis le son jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un faible murmure. Vous allez tout comprendre, inspecteur. Une demi-heure plus tard, nous étions assis en cercle, le caméraman, son assistant, les électriciens, les ingénieurs du son responsables du magnétophone, le réalisateur, Martine Farrell et moi. Debout au centre du cercle, les mains dans les poches, Gentot se balançait sur ses talons. « Je suis désolé de vous avoir retenu, mesdames et messieurs, mais il y a un certain nombre de questions que nous désirons tirer au clair à propos de la mort de M. Maillot. Ça n'était pas une crise cardiaque, mesdames et messieurs. C'était un meurtre. Et nous allons vous le démontrer. » C'était le signal pour moi. Je me levai et m'avançai vers le magnétophone. Je le mis en marche et nous entendîmes la voix désincarnée du sous-secrétaire d'État. « Au cours de cette tournée de 3 mois, les États-Unis aussi auront la possibilité d'apprécier la quintessence de la culture française. » La bande magnétique se déroulait. Applaudissements, murmures de voix, puis la voix de Serge Maillot. « Mesdames et messieurs, chers amis, Et à ce moment-là, silence. Silence pendant plusieurs mètres de bande, suivi brusquement par un véritable vacarme, hurlements, cris et la remarque à peine audible du docteur « Il est mort ». Le silence se fit également lorsque je stoppais le magnétophone et retournais auprès de Gentot. « Voilà, mesdames et messieurs. Tout se trouve sur cette bande magnétique. La fin du speech, les applaudissements, puis les quelques paroles que Serge Maillot a prononcées. Après cela, silence complet. Et pourtant le magnétophone était branché. Pourquoi n'a-t-on pas entendu le bruit qu'a fait Maillot en tombant à terre? Pourquoi ce trou soudain? Je vais faire repasser la bande. Cette fois, nous nous livrerons à une démonstration plus complète. Je m'adressai à l'un des jeunes ingénieurs du son. « Si ça ne vous ennuie pas, monsieur, voulez-vous glisser ceci dans votre oreille? Vous ne risquez rien, je vous le promets. » Et je lui tendis la batterie et le sonotone. Le jeune homme hésita, puis obéit. Je retournai auprès du magnétophone et attendis le signal de Gentot. L'inspecteur me fit signe. Je remis le magnétophone en marche. Nous entendîmes alors, une fois de plus, le laïus du sous-secrétaire, les applaudissements et le brouhaha, puis les paroles de Maillot et le silence. Brusquement, une chaise s'écroula à grand bruit. L'autre ingénieur du son, un jeune homme blond, venait d'arracher le sonotone de l'oreille de son collègue. Dans son autre main, il tenait un revolver. « Alors, gros malin, vous avez trouvé, hein? Ouais, c'est moi qui ai fait le coup. Ce salaud méritait de mourir plus de 100 fois. Il a chassé mon père de sa compagnie. Les Boches l'ont envoyé dans un camp et c'est là qu'il est mort. Elle m'a aidé! » hurlait-il en braquant son arme vers la poitrine de Martine Farrell. « C'est elle qui a changé la batterie. Je voulais le tuer, moi, mais elle m'a aidé. Elle voulait sa mort, elle aussi. » Martine Farrell secouait la tête en signe de dénégation. Elle était livide. Gentot se déplaça rapidement, très rapidement, mais pas tout à fait assez. Le revolver fit feu. Puis le jeune homme tourna les talons et bondit à travers la baie vitrée. Il s'écrasa 10 mètres plus bas, tué sur le coup. « Hey, nous savons tout sur lui !»
disait Burt Bertram, tandis qu'une heure et demie plus tard, assis l'un en face de l'autre, nous prenions un verre dans le salon. Il s'appelait Demaine. Ce qu'il a dit à propos de son père est exact, bien que Maillot n'ait pas pu prévoir ce qui lui arriverait quand il l'a foutu à la porte en 42. Le vieux Demaine était un ivrogne. Naturellement, le fils vivait avec cette idée fixe de vengeance. Je me sentais vide et épuisé. Je revoyais le beau visage de Martine Farrell se glacer d'effroi tandis qu'on l'emmenait. Que l'accusation de Demaine se révélait exacte ou non, ça semblait ne pas avoir d'importance. Très vraisemblablement, Martine Farrell était complice. Mais il appartenait à Gentot de le prouver. « Mais comment est-ce qu'il s'y est pris ?» me demanda Burt. « Gentot a pas voulu me dire si tu pouvais l'expliquer avec des mots simples à un pauvre type de mon espèce. » Ce qu'a fait Demaine est assez simple, Burt. Il a remplacé la batterie par 3 transistors ou peut-être a-t-il chargé Martine de le faire. Les transistors servaient de récepteurs. Dans le magnétophone, il avait placé une autre série de transistors qui servaient d'émetteurs. Tout ce qu'il avait à faire était de couper le magnétophone et de brancher l'émetteur. Les transistors de la batterie du sonotone et ceux du magnétophone étaient naturellement synchronisés. « Non mais pour l'amour de Dieu, Ventura, je t'ai demandé de m'expliquer les choses avec des mots simples. Ce que je veux savoir, c'est avec quoi il a tué Maillot. » Avec le son, Burt. Du son à haute fréquence. Voyons, tu sais que l'oreille humaine ne peut enregistrer que certaines fréquences. Si on émet au-dessous de ces fréquences, on n'entend rien. Mais on peut émettre au-dessus, grâce à un petit système comme celui que Demaine avait bricolé. Et si ces fréquences sont suffisamment fortes, elles peuvent tuer. C'est pourquoi il y avait un temps mort sur la bande magnétique. Le son à haute fréquence avait été transformé en chaleur intense en passant par la batterie du sonotone. C'est cette chaleur qui a fait fondre une partie de la batterie du sonotone lui-même. Et si je n'avais pas, par hasard, touché l'oreille de Maillot... Burt ouvrit la bouche pour poser, je suppose, 50 autres questions. Mais au-dessus de nos têtes, le haut-parleur toussa et une voix masculine dit « Attention, attention, les voyageurs à destination de Montréal, vol 167, embarquement porte 13. » Je ramassai mon sac de voyage, descendis, franchis la porte de verre et m'enfonçai dans la nuit. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.